Yo, le timing est incroyable. Salut tout le monde, j'espère que ça va toujours bien pour ceux qui ne sont pas encore allés manger. Est-ce qu'on est toujours en forme? That's it, super. Donc, bienvenue à ce incroyable panel que j'ai décidé d'organiser dans le but de parler de sujets qui sont, je pense, pertinents pour la plupart des personnes ici. Qu'on parle de content creation ou qu'on parle de e-sport, je pense que c'est un intérêt qu'on a tous à ces sofas-là et je l'espère dans les sièges de spectateurs. Avant de commencer à parler et d'embarquer dans les sujets, je demandais à tout le monde de peut-être se présenter pour que vous compreniez que le monde qui parle sont intéressants. Donc, on va commencer à ma gauche, juste ici. All right, allô. Mon nom, moi, c'est Bergy. Je suis un content creator, puis anciennement owner de Team Nobu. Donc, j'ai fait mon parcours dans l'e-sports et puis je suis très content d'être ici. Ça fait plaisir de voir du monde que j'ai jamais vu en personne parce que malheureusement, le COVID nous a empêchés de se rencontrer puis de tisser des liens. Donc, ça va être un bon talk et puis j'ai très hâte de voir ce qu'il va se dire aujourd'hui. Ça va être fun. Yes, et mademoiselle? Moi, je m'appelle Shiro The Alchemist, streamer de variété. Je suis une grande joueuse de Valorant à mes heures le soir, très très tard le soir. C'est pas tout le monde qui voit ça. C'est quoi ton rank? Alors oui, je suis très heureuse d'être ici ce soir et de pouvoir discuter de la scène e-sport avec vous tous. Super. Moi c'est Moutmout. Je suis le créateur de l'équipe de Ki. Donc, nos joueurs qui sont en finale aujourd'hui, puis j'ai très hâte de voir ça. Puis, créateur de contenu aussi à mes heures perdues. Là. Non, mais moi, pour ceux qui me connaissent pas, ça m'étonnerait, là, mais je m'appelle je m'appelle Beaver. Je suis un influenceur e-sport, on peut dire ça comme ça. Puis, moi, mon but, c'est de réunir le monde. Tout le monde soit mes amis, puis pas me mettre des ennemis derrière le dos. Super. Et moi, votre animateur de contenu, de coups de sofa et de panel aujourd'hui, Léo, Sacha, vous m'appelez comme vous voulez. Je fais plus de content de e-sport, mais je suis encore dans la scène. Je cast, je fais du contenu politique, c'est super. J'aime débattre et m'obstiner. Fait que c'est parfait pour un panel, on va avoir du fun. Donc, la raison pour laquelle j'ai créé ce panel-là, c'est que on parle beaucoup des orgs au Québec. On parle beaucoup de la création de contenu. Beaucoup de jeunes veulent faire partie des orgs. Beaucoup de monde veulent s'attitrer un petit peu cette bannière-là de « Ah, je fais partie de Doki. Ah, je fais partie de Hey-Ball ou Mirage ou quoi que ce soit. » Mais on dirait qu'on va jamais plus loin que ça. Et en ce moment, on n'arrête pas de voir des organisations mourir, des organisations naître. Et je me posais beaucoup la question en me disant « Mais qu'est-ce qui fait qu'une organisation est capable de poursuivre son temps et qu'est-ce qui fait que ça meurt et au bout du compte, c'est quoi l'importance de la création de contenu versus la performance dans le monde du e-sport? Et moi, ce que j'aimerais, peut-être je vais demander à Bergy de se prononcer en premier là-dessus, mais pour avoir justement, t'as le micro, puis justement pour avoir créé ton org, t'as vu un petit peu aussi tout ce qui s'est passé, on voit du monde super talentueux et pourtant, c'est pas nécessairement du monde qu'on voit exploser sur Twitch, même si on est dans peut-être le top 50 des meilleurs joueurs de leur e-sport. Et moi, je voudrais avoir ton avis. On va lancer ça de même. Est-ce que maintenant, le talent est suffisant? C'est sûr que le talent, c'est suffisant. Ça dépend c'est quoi la scène dans laquelle que tu compétitionnes. Mais je pense que dans une team e-sports, avoir du talent, c'est bien, c'est bon pour les performances. Mais je pense que de nos jours, on est rendu à une époque où c'est important d'avoir avoir une certaine personnalité. Juste avoir du talent, c'est bien, puis ça peut être bon pour gagner des tournois, mais pour qu'une team e-sport se fasse voir puis se fasse connaître, je pense que c'est important d'avoir une personnalité puis que la personnalité du joueur reflète un peu l'org aussi, parce qu'on est comme tu sais, veux pas, le joueur, c'est l'extension de l'organisation. Fait que je pense que c'est important de se démarquer puis de montrer qu'on n'est pas juste des joueurs puis que tu es capable d'aller chercher plus. Puis après ça, quand vient le temps de créer du contenu, ben c'est plus facile parce que tout le monde est un peu plus à l'aise. T'sais. Oui, puis je pense aussi, je vais me permettre de rebondir là-dessus, mais je pense que s'il y a bien une organisation au Québec qui, autant qu'elle peut être controversée, puis c'est le Dark Horse un petit peu, mais une chose qu'ils font de manière vraiment incroyable, selon moi, c'est une organisation qui n'a pas peur de créer du contenu puis de justement se lancer là-dedans. Fait que je vais peut-être laisser un des deux gars de Doki se prononcer sur la situation là-dessus. Ben écoute, nous, on a un peu le même point de vue. Là. Je pense depuis le début qu'on a créé, on s'est dit, non, on n'allait pas être une team e-sport, mais une content team avant de faire de l'e-sport. Je pense que c'est un peu de cette façon-là qu'on veut le faire présentement. Bon, heureusement, on a une équipe qui s'est qualifiée pour la finale, malgré que c'était pas nécessairement notre but au début. On s'est juste dit, on va avoir du monde qui vont jouer.
On va essayer de faire du contenu autour d'eux, essayer de faire un documentaire, expliquer comment on s'est rendu là. Là, aujourd'hui, on est en finale. On a une pièce en haut qui nous permet de tourner. On est en train de passer du monde en interview, faire quelque chose autour de ça. Puis, on profite justement d'être en finale pour faire du contenu autour de ça. Mais je pense que depuis le début, nous, notre but, c'est ça. Puis je pense qu'avec TikTok aujourd'hui, Instagram, les Reels, comme je pense dans les 3 dernières semaines, là, je pense qu'on a publié un TikTok par jour avec le compte de Ducky. Puis on essaie vraiment de le propulser de l'avant. On a une mascotte, on a une autre équipe qui est le fun. Elle s'en vient, on attendait que le match commence. Là. On a une autre équipe qui nous permet d'avoir comme un animal qui est relié à quelque chose. Puis c'était pensé depuis le début. On a eu le budget d'acheter une mascotte, on a acheté une mascotte. On est allé au Carrefour Laval juste avant de venir ici, puis ça nous a pris 2 heures de sortir du Carrefour parce que tous les enfants voulaient prendre des photos avec la mascotte. C'était l'enfer, mais c'était super bon pour la vidéo et tout. Fait que pour le contenu, on est là. Bon, là, c'est pas de notre faute si on a un des meilleurs rosters, mais bon, ça a donné de même. All right. Pour rebondir sur le niveau de la création de contenu versus les joueurs en tant que tels, ou la performance, il y a bien des joueurs qui viennent me voir et sont comme « Comment je fais pour me démarquer? » Puis moi, je leur dis, la meilleure façon, c'est de se build une brand, une image de marque, justement. Puis, oui, tu peux juste aller dans la performance en tant que telle. C'est l'image, c'est le choix le plus facile, d'aller dans la performance, dire « Regardez à quel point je suis jeune, que je suis bon. » Ça peut marcher, mais il faut que tu sois vraiment fort pour te sortir du lot. Puis moi, tout au long de la compétition, mon but, ça a vraiment été, puis j'ai travaillé avec Alex là-dessus aussi, c'est, hey, on s'en fout limite des résultats, on va essayer de sortir de quoi, essayer de créer une rivalité. C'est allé assez loin, mais tu sais, parce que la base du contenu, tu sais, c'est pourquoi la personne regarderait ton contenu. Tu sais, c'est tout le temps ça la question qu'il faut que tu te poses. Tu sais, tu peux blâmer n'importe quoi qui se passe sur tes chiffres, mais pourquoi le monde te regarderait? Faut que tu leur donnes une raison de te regarder, tu sais. Je suis bien d'accord avec toi, man. Puis ce que j'aime aussi avec Ducky en ce moment, c'est que non seulement vous êtes présent, mais vous êtes là pour faire du content. Il n'y a pas de... Il y a un dire dans le gaming, c'est comme no XP waste, mais là, vous avez comme no content waste. Si vous êtes là, vous avez du content for days, puis c'est parfait comme ça. Vous n'êtes pas juste présent. On a déjà vu ça au DreamHack Montréal, au LAN-NTS, des teams qui viennent, puis sont pleins de joueurs, puis ils ont investi dans les chandails, tout le kit, mais zéro content qui sort de là. Fait qu'au final, ce que le monde se rappelle, malheureusement, c'est de rien. Des performances, fine, mais c'est le content qui va vivre à travers les mois et les années par la suite, puis le monde va se rappeler de ça. Fait que je pense que c'est la bonne approche que vous avez en ce moment. Puis comme Beaver dit, de se build une brand, c'est important. Pour le joueur aussi, la team peut servir de tremplin pour propulser sa propre brand. Puis c'est pour ça que c'est important que le joueur... Parlant de la mascotte. Puis, tu sais, aussi un truc que je réalise... Mettons, là, pour ceux qui sont ici, juste pour nous mettre peut-être un petit peu dans le... Tenez-lui la main quelqu'un. Oh non, get... OK. Là, c'est-tu le segment où je le chokeslam sur la table? Et puis, juste rapidement, là, pour savoir un petit peu où ça s'enligne, à main levée ou à applaudissement, qui veut créer ou crée présentement du contenu dans la salle? Il y en a. Il y en a au moins la moitié. That's it. Good job. Bonne aventure, tout le monde là-dessus. Bonne chance. Mais au bout du compte, un truc que j'ai réalisé aussi, c'est que plus on avance dans le temps, plus les personnes qui veulent s'investir dans le monde du e-sport commencent tôt. T'sais, de plus en plus, c'est plus du monde qui de 20 ans, 21, 25 qui commence. C'est, ils ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, puis c'est comme, yo, je veux devenir YouTuber, je veux devenir content creator, je veux devenir pro player ou faire partie d'une org. Et la réflexion, souvent, ce que j'ai l'impression, c'est qu'elle passe plus vraiment de passer à un brand, c'est je joue au jeu, je veux faire partie d'une org, puis il n'y a pas de question qui se passe entre les deux. Mais avant de passer par le processus qu'on a parlé, moi, ce que je me demande, puisque je vais peut-être demander à un de vous qui voudra répondre, c'est qu'est-ce qui, selon vous, freine le plus ces jeunes personnes-là, ou qu'est-ce qui peut être le plus gros obstacle à ce monde-là pour rentrer dans une org ou se lancer dans le domaine si on dépasse le côté du brand et de tout? Là? En vrai, pour veux pas créer du contenu, c'est pas accessible à tous en tant que tel avec un ordi. T'sais, juste par mon exemple, je commence à avoir un vieux ordi. Je pouvais plus streamer en même temps ou faire des vidéos en même temps que jouer à mon max level. Fait que souvent, au niveau de l'accessibilité puis les logiciels, des fois, ça peut coûter cher. Oui, tu peux trouver une façon de t'arranger pour créer
sur moi du contenu. Puis au début, c'est tout le temps de la merde. Là. Genre, c'est jamais bon. Là. Tes 10 premières vidéos, là, tu le sais là, que c'est jamais bon. Mais plus que tu en fais, mieux que c'est. Puis plus que tu commences tôt, justement, plus que tu peux avoir ce déclic-là facilement. Tu sais. Non, je suis d'accord. Je pense que c'est plus une question. Exemple, tu peux pas, mettons, streamer en même temps de gamer, mais au moins, si tu recordes ton gameplay, après ça, tu pars un live, tu fais des montages ou whatever. Il y a toujours moyen, je pense, d'aller chercher du contenu, qu'importe ce que tu fais. Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. C'est quoi le grind qu'ils veulent entreprendre. C'est comme tu peux pas forcer nécessairement le monde, mais si tu veux réussir dans cette sphère-là, surtout au Québec, où c'est, pas qu'on va se dire les vraies affaires, c'est vraiment dur de percer. Il y a tellement de compétition. Si tu veux streamer le soir, tu fais compétition avec des centaines de personnes. C'est difficile d'aller chercher des nombres. Il faut que tu trouves quelque chose qui te démarque des autres. Puis souvent, le grind, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans. Mais si tu penses à toujours avoir des idées originales, je pense qu'il y a moyen de pop-off à sa manière éventuellement. Puis il faut juste pas lâcher, en gros. Là. Tu sais, je pense que j'ai un bon exemple. Je pense que c'est mon frère. C'est un bon exemple. Tu sais, lui... Moi, j'ai commencé à faire des vidéos quand j'étais petit. J'ai commencé avec une petite caméra, c'était basic, je faisais pas de montage. Puis j'ai commencé au début, d'un certain côté. Puis là, quand je prends mon frère, où est-ce que lui, il est arrivé, il m'a vu, puis là, il a dit « OK, je veux faire des vidéos, je veux faire des streams. OK, on ajoute un PC, on ajoute ça. » Puis il est déjà parti, il a le stream deck, il a tout, il est prêt à le faire. Puis je pense que quand on se donne, puis qu'on se fie à, contrairement à avant, où est-ce qu'on commençait avec rien, puis aujourd'hui, on peut commencer tout de suite avec de la bonne qualité, tout de suite avec quelque chose de bien. Je pense que c'est un peu plus facile à ce niveau-là. Mais il faut se donner, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de compétition qu'avant. Fait que c'est comme un 50-50. Et moi, je vais rebondir là-dessus. Oh mon Dieu, le micro est différent. Je sais pas. Moi, je vais rebondir là-dessus aussi, c'est que je trouve ça vraiment fun qu'on parle des côtés techniques, de la motivation, de se donner, puis de trouver des concepts. Mais il y a une affaire que moi, je veux vraiment qu'on jase. Ça se peut que ça prenne le temps que ça prendra, mais il y a une chose qui freine à mes yeux, vous me direz ce que vous en pensez, plus que tout, plus que les idées, plus que l'originalité, plus que la personnalité. Puis je pense que c'est avec la présence des médias sociaux. Et l'importance des médias sociaux, c'est qu'est-ce que tu reflètes de ta personne sur les médias. Parce qu'avant de trouver des bonnes idées, avant de trouver des concepts, avant de trouver ton brand, trouver ta marque, je pense que ce qui est important, c'est de bien te présenter sur les médias, avec Twitter qui est de plus en plus présent, avec Instagram, TikTok. C'est que très rapidement, un mauvais tweet, un mauvais TikTok, un mauvais post, puis il n'y a plus aucune autre qui veut savoir rien de toi. Et tu sais, les jeunes, je veux pas, on parle beaucoup de jeunes, parce que c'est ça qui s'en vient, ça devient un petit peu difficile ou trop facile même de leur côté de se brûler. Et je vais peut-être prendre juste votre avis là-dessus, si quelqu'un veut rebondir sur ça. En même temps aussi, du même côté, on va pouvoir aussi regarder la situation des filles dans le monde du e-sport à ce niveau-là. On l'a vu même dans la ligue. On a Able, une équipe de filles. C'est pas les filles, dans leur niveau, sont extrêmement talentueuses, puis même en les castant, je l'ai toujours dit. Mais dans le overall de la ligue, ils n'ont pas été de niveau. Parce qu'on s'entend, on parle de ascendant, haut diamant, ascendant, contre des radiants immortels 3. Et malgré tout, malgré que tout le monde savait ça, on a quand même été capable de remarquer beaucoup de toxicité de profils qui étaient connus. Et à this point, ça ne s'attend pas juste au talent. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de filles. Mettons, je parle à Shiro. Shiro qui fait partie de Able, pour ceux qui ne savent pas. Elle joue à Valorant pour le contenu. Elle est... quel rang? Hein? Quel rang? Je suis bronze 2, bientôt 3. Bronze 2. Mais elle crée du contenu, elle a un average viewer assez élevé. On va pouvoir avoir son avis là-dessus. Mais malgré tout, elle postait du contenu. On mettait des TikTok de Chiro sur le TikTok d'Able et les commentaires étaient next level dégueu. C'était du sexisme, de la toxicité. Puis à this point, je pense que c'est important qu'on aborde ce sujet-là, mais avant tout, peut-être prendre l'avis de Chiro sur la situation. Bien, tu sais, mettons, parlons de médias sociaux en règle générale. Je pense que tu sais, tantôt, Beaver, vous parliez, mettons, on embarque tout sur les médias sociaux, on parle stratégie, on parle ci, on parle ça. Oh my God. Donne-moi ton micro à place. Merci. Yes. Il est tellement plus fort, celui-là, j'aime ça, yay! Mais je crois que les gens, ils sont pas conscients de leurs répercussions, de leur image qu'ils projettent justement sur les médias sociaux, autant pour leur org que leur personne par eux-mêmes. Puis souvent, justement, tu sais, dans le domaine du e-sport, puis même dans la vie de tous les jours, tu sais, c'est facile justement de s'insulter gratuitement. Puis là, tu fais juste voir le fil, l'historique des médias sociaux d'une telle personne que probablement c'est un joueur extrêmement bon, puis qu'il pourrait être dans une bonne org, mais tu réalises qu'au niveau de l'entreprise, c'était comme l'image qu'il projette, je suis plus sûre. Je suis comme,
J'apprécie pas tellement ça. Puis je pense que ça aussi, c'est des répercussions qu'il faut prendre en compte pour les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine du e-sport. Puis je pense que ça aussi, ça fait partie d'un frein au développement du domaine parce que souvent, quand tu fais juste te vérifier, de regarder l'historique des médias, tu te rends compte qu'au final, il y a beaucoup de toxicité. Puis même au niveau, par exemple, de des sponsors, si tu vois que les joueurs du NORG dégagent autant de toxicité, autant à l'image des joueuses que des joueurs aussi à même d'autres organisations, probablement que ça aussi, ça fait un frein au développement de ce domaine-là. Oui, exact. C'est sûr que ça a un gros impact. Puis je pense que j'ai eu l'expérience vécue dans mon équipe. J'avais une joueuse Fortnite avec des joueurs Fortnite. Puis c'était une fille, elle jouait super bien. Puis elle a gagné un tournoi, 10 000 $. Il était 2. Donc elle a gagné 5 000 $. Je n'aimerais pas de nom, peu importe, malgré qu'on sait à peu près de qui qu'on parle. Puis à ce moment-là, j'ai dit, ben écoute, j'avais comme 2 rôles. J'avais comme joueur Fortnite puis joueur compétitif parce que je voulais séparer un peu le niveau entre les joueurs pour pas qu'il y ait de problèmes entre eux, tu sais, quand je suis meilleur que toi ou peu importe. Puis à ce moment-là, j'ai fait, OK, elle a gagné 5 000 $, elle mérite le rôle de joueur compétitif. Puis à partir du moment où je l'ai mis ça, j'ai eu des joueurs qui l'ont mal pris. Ben moi, je suis meilleur qu'elle, pourquoi? Ah, c'était un tournoi de filles ou c'est ça. Puis à ce moment-là, j'ai juste dit, ben allez-vous-en si vous n'êtes pas content. Puis je l'ai vécu, on a perdu ces 2 joueurs-là, mais on a gardé elle, puis j'étais super content, puis je pense que c'était la meilleure décision qu'on a pu. Puis malheureusement, aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que je raconte cette histoire-là, bien, on peut rien faire. Même si on fait de notre mieux, on essaie d'en parler, on en parle de plus en plus partout, autant à la TV, les réseaux sociaux, et on en parle partout de pourquoi les filles seraient moins bonnes que les gars, ça n'a comme pas d'allure, puis il n'y a comme pas de solution à faire, parce que malgré qu'on en parle, on fait tout, j'ai pas l'impression qu'ils ont un impact vraiment important. Je pense qu'on parle jamais dans le beurre. Je pense que c'est comme même si tu as l'impression que ça n'a absolument aucun poids, peut-être que ça a du poids envers certaines personnes, c'est juste qu'ils ne le voient pas. Ils n'en parlent pas, tu n'es juste pas au courant, dans le fond. Peut-être il y a du monde qui sont dans un salon, une gang de filles qui sont assis, puis ils regardent ça, puis ils sont comme genre, damn, wow, tu sais. Moi, il y a Step Up pour ces joueuses, puis comme on respecte ça, puis wow, mais tu le sais pas, tant qu'ils t'en parlent pas, tu le sais pas. Moi, je pense que c'est important de donner le bon exemple, puis de toujours... Moi, j'ai toujours été comme ça, je me suis toujours dit, tous les moves que je vais faire, comme, est-ce que quelqu'un pourrait revenir contre moi là-dessus? Est-ce que je vais être capable de défendre ça? Est-ce que c'est moralement wrong, genre, ce que je veux faire? Est-ce que ça fait du sens? Puis, quand tu te remets en question après ça, tu fais ton move, tu te sens plus safe, puis, tu sais, comme, on va se dire les vraies affaires, je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, ça finit par nous revenir d'en face, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, que ce soit positif ou négatif. Et je pense que c'est bien de toujours rester soi-même puis de spread les good vibes always, parce qu'au final, ça va te revenir, c'est sûr, à 100%. Puis, comme on a déjà dit, les sponsors, ils checkent ça. C'est pas dur de faire une petite recherche. Puis, une personne qui est négative, qui est toxique, ça peut faire du dommage pour toute la communauté au complet, puis tout le monde, parce que on travaille tous ensemble dans le même chemin. On veut tout faire grow le e-sports puis le content creation au Québec. Fait faut pas qu'on se mette des bâtons dans les roues entre nous autres. Puis c'est quand même funky, hein, parce que t'as jamais vu du monde penser croire autant au pouvoir de l'influence que les joueurs de e-sport, se trouver aussi bons et importants que les joueurs de e-sport. Je pense qu'on peut le dire tous ensemble avec confiance que durant cet événement-là, le taux d'ego est très élevé. Que ça soit un ego positif. T'as jamais vu, moi je trouve ça funky de dire ça, genre, dans le sens que t'as jamais vu du monde se trouver autant important, mais aussi en même temps croire qu'ils ont aussi peu de pouvoir grâce à leurs mots. Je pense que dans un sens que si tu crois véritablement que tu as un pouvoir d'influence, que tu as de l'ego et que tu es important, il faut que tu crois en même temps que ce que tu dis a un impact. Dans le sens que si jamais tu crois en quelque chose... C'est quoi? J'ai entendu une question. Oui, si vous avez des questions, des trucs, n'hésitez pas, c'est un panneau. On vous voit lever la main. Mais je pense véritablement qu'il faut comprendre que nos mots ont un impact, et encore plus, si c'est pas maintenant, il faut que tu parles comme si tes mots avaient un impact si tu as envie qu'il y en ait un jour. Dans le sens que si tu commences dans le domaine puis tu commences à être un petit peu trash puis toxique and all, ben ça représente la personne que tu vas être dans le futur ou ça va finir par te rattraper. Puis, ouais. Pour bondir là-dessus, il y a quelque chose avec la compétition que le monde oublie ou genre ils savent pas tant, mais surtout en e-sport, c'est une game très mentale. On en parlait tantôt off-cam. Il y a quelque chose que j'appelle l'ego de compétition. T'sais. Puis il faut faire attention avec la toxicité puis l'ego de compétition, malgré que la ligne est assez mince. Puis pour moi, l'important, c'est tout le temps dans le respect, peu importe
t'as pas le choix d'avoir une certaine ego de compétition. No choice. T'as pas le choix, Au plus haut parce que niveau, il y en sinon, a toujours eu. Puis, tu sais, comment les codes pro entre eux autres, tu sais, c'est compétitif à mort, mais au final, tu sais, ils se respectent. C'est ça, ils vont prendre une bière ensemble après, puis ils vont se respecter. Mais il y a vraiment une ligne qu'il faut pas cross. Mais moi, la compétition, c'est ça qui fait en sorte que le monde, ils vont venir voir le show. S'il y a deux joueurs qui se font des friendly trash talk, t'as le goût de voir qui va gagner au final, tu sais. Fait que je suis d'accord, ça en prend vraiment, tu sais. Il faut le doser comme il faut, par exemple. Puis où tu penses que ça devient toxique, cet ego de compétition-là? C'est assez dur comme question, mais... Ben, c'est pas tant dur que ça, mais je pense que l'ego de compétition, ça devient toxique quand c'est rendu que c'est du manque de respect qui est flagrant, tu sais, que ce soit comme attaquer, mettons, le physique de quelqu'un ou à juste être dégradant envers quelqu'un d'autre. Tu sais, je pense qu'il faut que tu read the room aussi. Tu sais, comme si moi, je sais que tu es insécure par rapport à quelque chose puis que je décide de t'attaquer sur cette affaire-là juste pour essayer d'avoir de l'air du better guy, au final, tu sais, c'est comme... Peut-être que toi, tu vas faire comme si rien n'était, mais deep down, ça va te hurt. Tu sais, comme il y a une certaine manière de... Je pense d'aller chercher une compétition qui est saine sans virer sale. Un peu comme l'exemple que Léo a donné avec Abel, qui avait une team de filles. Tu sais. Il y a des commentaires qui étaient super sexistes qui sont sortis, tu sais, comme c'était pas nécessaire. Il y avait moyen d'aller chercher des commentaires d'une autre manière, tu sais, comme ça. Tu sais. Pendant que Chiro prend le micro, imaginez être un joueur qui s'en va pour avoir une grosse sponsor, 15 000 $. Gourou vous aime, là, puis ils veulent vous financer. Puis là, d'un coup, par hasard, ils traînent dans le chat, puis ils sont en train de dire, ils vous spotent en train de dire dans le chat, aïe, les filles, ils soquent aux jeux vidéo. World Show, la sponsor de 15 000 $. Direct, puis plus jamais. Exactement. Puis, tu sais, quand tu parlais, Beaver, tantôt, d'où est-ce qu'on trace la ligne, je pense que d'un avis extérieur aussi, tu sais, entre joueurs, là, peut-être qu'on les connaît, les petits coups bas qu'on se lance, les petits clins d'œil, mais si le public commence à se questionner, à savoir, comme exemple, ben voyons donc, genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils commencent à s'insulter puis à souhaiter plein de malheur? Tu sais, si tu es un org ou ben justement un sponsor puis que tu vois ça aller, ça se peut que justement tu veuilles te rétracter d'une offre, d'une sponsor ou whatever parce que tu dis crime. J'ai pas envie de m'associer à ce type de comportement-là, à ce type. C'est même chose au niveau des insultes pour les joueurs de e-sport. Si, exemple, tu es une compagnie qui représente les valeurs puis qu'il veut vraiment mettre de l'avant les emplois féminins, les ci, les ça, puis là, tu te rends compte que il y a des joueurs du Nord que peut-être que tu visais qui se met à insulter gratuitement des joueuses ou même d'autres joueurs. Tu dis crime. Si ça ne rejoint pas l'entreprise en ce moment, il n'y a aucune chance qu'ils vont s'associer à une équipe de e-sport pour ça. Là. Puis, parlant de ça, je vais rebondir. Puis, j'ai une question pour Deki, justement. Dans le sens que, vous êtes positionné depuis un moment comme étant le Dark Horse. Là. C'est votre équipe. Le Dark Horse, là, les méchants. Là, je sais qu'on a une équipe qui s'appelle Villainous dans la Ligue, mais les vrais vilains, on dirait que c'est vous qui avez pris la position. Puis, moi, ce que je demande, vous avez des joueurs jeunes. C'est très facile à un âge jeune de se laisser embarquer dans cette persona-là, dans cette vibe-là qui, au bout du compte, c'est juste pour créer du storytelling. Je veux dire, Beaver, quand il trash talk quelqu'un, on le sait, Beaver, ça fait partie de l'histoire du personnage. Après ça, on va tout prendre une bière. Mais à un certain âge, des fois, c'est facile de plus voir ça, puis de devenir toxique et de traverser cette ligne. Comment vous faites en tant qu'org pour pas que ça arrive? Je vais être honnête, c'est une question qui est assez compliquée parce qu'il faut savoir que j'ai pas un impact sur ce que les gens vont dire. C'est pas moi qui décide si lui va être gentil ou va être méchant parce que, surtout quand ils sont en match, ils sont en train de jouer, je suis pas en vocal avec eux. J'ai aucune idée de ce qui se passe, puis je sais pas leur mood dans leur tête, je sais pas s'ils niaisent ou pas des fois. Fait que je suis comme, des fois je vois des commentaires, puis je suis là, ils me niaisent-tu, c'est quoi qu'ils viennent de dire? Là, je suis comme, faut-tu que j'aille leur écrire, faut-tu que je fasse quoi? Finalement, là, je comprends que c'est une joke, je comprends que c'est pas clair. Fait que c'est un peu compliqué à ce niveau-là. C'est sûr qu'on veut pas que ça parte dans des commentaires. T'sais, moi, je pense qu'à partir du moment qu'il reste du respect, d'une certaine manière, moi, j'en ai vu. Là, je pense que quand on a gagné notre premier match, il y a eu beaucoup de commentaires dans le chat. On jouait contre Able, beaucoup de commentaires. Puis là, je pense que les modérateurs ils ont fait une bonne job aussi. Là. On s'est arrangé pour que ça soit clean cut. Mais malheureusement, même si on essaye de notre mieux, qu'on parle à nos joueurs, on fait ça, je peux pas tout contrôler. Je pense qu'on a réussi un peu de... Bien, c'est beaucoup moins pire qu'avant, là, ça, c'est certain. Ça reste qu'il y a toujours une toxicité entre les joueurs. Là, surtout, là, je pense que le storytelling est parfait. On finit contre Mirage. Je pense que c'était l'idéal pour n'importe quoi qu'on veut faire, une vidéo, whatever. Si on gagne, c'est la ligne parfaite. Si on perd, ça nous reste quand même un bon storytelling puis une bonne vidéo à sortir, ça, c'est sûr. Il y a Beaver qui va pleurer, là, mais il va se reprendre. Là. Puis, pour continuer là-dessus, dans un sens, on parle beaucoup de justement la toxicité puis tout, puis
maintenant qu'on a un petit peu éclairci cette situation-là, je pense qu'on a tous compris que c'est important de faire attention à ce qu'on dit sur les médias sociaux, de continuer à montrer un respect puis de réussir à soi-même à faire la différence entre l'ego du sport puis jouer comme si on était le meilleur puis avoir confiance en soi puis trash talker une équipe que tu connais puis la toxicité qui finalement fait juste nuire à toi et à ton org. Mais je veux qu'on enligne un petit peu la discussion sur autre chose. On en avait parlé un peu au début, puis moi, j'arrête pas de dire ça en blague, mais au bout du compte, le monde en Amérique du Nord, francophone, anglophone, est rempli de bons joueurs dans tous les jeux. Je veux dire, il y a du monde top 100, top 50, qui en ce moment ont pas 5 viewers sur Twitch. Moi, j'arrête pas de dire en joke, guys, il faut arrêter de penser qu'être bon à Valorant, c'est une personnalité. Okay? Je pense que c'est important de le dire, c'est important de le comprendre, mais à partir de là, on va où? Comme c'est quoi une fois que tu comprends que c'est plus assez, où est-ce que tu t'enlignes? Je pense que ça dépend c'est quoi que la personne veut en tant que telle. Il y a du monde qui, eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est juste de streamer leur content pour après ça faire des montages, puis ça ne leur dérange pas. Ça dépend c'est quoi tes objectifs. Si ce que tu veux, c'est de vraiment pop-off sur Twitch puis de devenir une personnalité publique, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu te rends compte que tu stagnes à, mettons, 3-4 viewers puis que tu fais juste streamer ton gameplay, il faut que tu innoves un minimum. Mais je pense que ça dépend c'est quoi tu désires en tant que tel. Ça dépend vraiment de la personne. C'est sûr que, comme on l'a dit tantôt, il y a moyen de faire du content autre que juste streamer. C'est à toi de voir comment que tu veux te brander, comment que tu veux faire valoir ta personnalité. Parce que c'est toute une question de personnalité. Il y a tellement de compétition, il y a tellement de... il faut que tu trouves une façon de te démarquer puis d'avoir comme le petit spark. Puis si ce qu'il faut que tu fasses, c'est de créer du petit drama friendly, do it! Hein, Beaver? Non, mais c'est ça, mais tu sais, do it. Parce que si c'est ça que ça prend, fais-le. Mais tant que ça reste dans les bases du respect, puis que, tu sais, il y en a partout. En Amérique du Nord, les plus gros content creators, ils en font du drama entre eux autres. Puis, tu sais, comme des fois, il va y avoir des hot takes qui vont se dropper sur Twitter, puis il y a du monde qui vont débattre, puis le gars va partir un live après, là, le monde va se pointer, puis là, ça crée de l'attraction. C'est ça la personnalité, tu sais. Il n'y a pas juste la personnalité bubblegum, là, que t'es juste monsieur Nick A30, là, tu sais, comme s'il y a moyen d'aller chercher comme un juste milieu, tu sais, puis c'est ça. Il faut faire valoir sa personnalité puis pas avoir peur d'être soi-même, tu sais, mais il faut rester dans les bases du respect, je pense, avant tout. Exact. Puis tu sais, ça dépend, comme tu disais, ce que tu veux faire. Tu sais, moi, par exemple, quand j'ai commencé Twitch, mon but, c'était juste de pas gamer tout seul. Tu sais, moi, j'aime ça gamer, jaser avec du monde. Là, j'avais du monde avec qui jaser, qui réagissait à ce que je faisais. Puis là, j'ai dit, hey, c'est le fun, j'aime ça faire ça. Ah, OK, je vais mettre des clips par-ci, des clips par-là. Je vais faire des vidéos YouTube. Puis c'est de même que j'ai commencé. C'est juste parce que je veux pas être tout seul dans mon bar en train de jouer. Sortir un peu, tu sais, escape the reality, puis gamer de mon bar. Puis je pense... C'est le best, parce que quand tu y penses, tu sais, comme... Tu as le choix entre gamer tout seul, puis ça te bénéficie à toi, à tes skills, puis tu as comme la chance de pouvoir te donner un pourcentage de chance que peut-être que tu vas avoir le host. Juste un host, ça peut faire la différence, te faire connaître par, mettons, 3-4 personnes. Ils vont revenir après, tu sais, comme... Il faut que tu pousses ta luck un peu, tu sais. La chance, c'est relatif, il faut que tu la pousses un peu. Excuse-moi, je t'ai peut-être coupé, mais Non. j'ai une question pour vous, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Pourquoi c'est important à un joueur e-sport de faire du contenu puis de s'expose? Vas-y, Léo. Parce que, on l'a dit souvent, être bon jeu, c'est plus suffisant. On parle des orgs et de l'intérêt de l'org. Okay? Un org peut avoir 50 joueurs qui sont bons. Ça en manque pas. Un bon joueur ne ramène pas de l'argent. Un bon joueur ne ramène pas du viewership. Un bon joueur ne ramène pas des sponsors. Au bout du compte. Je pense que, puis tu sais, on a des owners de org dans la place. Je pense ils seraient d'accord avec moi si je disais que si je dis, hey, tu peux avoir le top 5 joueurs de Valorant dans ton team, mais qui est vraiment plate puis que tu fais juste gagner des games, ou un des meilleurs content creators présentement du pays qui va être là puis qui est capable d'être brandable puis qui peut te ramener des sponsors, ben le choix n'est pas facile. Je pense que le choix est simple, dans le sens que c'est important de trouver une valeur et le talent n'est plus une valeur parce qu'elle se trouve partout. Puis encore là, je pense qu'un bon content creator va être capable d'aller mettre en valeur certains joueurs qui sont un peu plus shy, qui ont peur un peu de s'exposer, puis tu sais, comme de les mettre à l'aise, puis d'éventuellement... C'est arrivé, il y a tellement d'exemples là, qui est arrivé là, aux États-Unis, même en France, même au Québec, là. C'est ça, même Doki à la base. Tu sais, comme, il y a moyen de faire valoir ces joueurs, il faut juste que tu trouves une façon de le faire pour qu'ils soient à l'aise. Hey, les gars de Doki, je pense que Beaver vient de dire que vous êtes tous boring, by the way. Ouais, je viens pas de dire ça. C'est que Bergie parlait du fait qu'un bon content creator va essayer
de propulser d'autres mondes de sa propre scène vers le haut, tu sais, leur donner un petit peu d'exposure. Tu sais. Puis juste avec notre mission à la base de qui, c'est qu'on voulait prendre du monde qui était inconnu au bataillon, tu sais. À part le corps qu'on avait, moi, Pinot, qui était plus ou moins connu. Mais pour moi, le but, ça a tout le temps été, hey, on va essayer de causer une surprise. Pas personne nous connaît, ça nous met en situation d'underdog en partant, tu sais. Non, je suis d'accord, mais puis il faut être prêt à accepter que c'est un process. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est du long term. Puis surtout quand que tu décides de justement y aller avec une gang underdog, il faut que tu sois prêt à comprendre que ça se peut que ça soit long, ça se peut que tu vas en faire des streams qui vont avoir moins de monde, ou tu vas en faire du content qui va avoir moins de views, mais il faut que tu vois la vision long terme, puis c'est respectable. J'ai rien à dire là-dessus. Puis tu sais, en tant qu'entreprise ou en tant qu'équipe ou whatever, tu sais, nous, ce que les joueurs vont se dire des fois, ben, c'est ça me donne quoi de te prendre? Tu sais, oui, OK, t'es bon au jeu, mais moi, j'ai quoi? Oui, OK, t'es bon, peut-être que tu gagnes des tournois, peut-être que tu fais quelque chose, mais il me faut du contenu, il me faut quelque chose. Parce qu'il faut que ça me rapporte un viewership, il faut que ça me rapporte quelque chose. Il faut que j'aille un entre-deux pour que l'équipe rapporte autant que le joueur. Je pense que c'est un peu ça qu'on... Ça prend un juste milieu. Ça dépend vraiment de ce que tu recherches, parce que veux pas, ça dépend de la scène aussi. Il y a certaines scènes que ça va t'en prendre des joueurs que c'est juste des gars qui sont vraiment solides sur le jeu, puis c'est pas des grosses personnalités, c'est normal. Tu peux pas forcer quelqu'un à être ce qui est pas, tu sais. Puis je pense qu'il y a aussi un truc que les orgs font bien ces temps-ci, c'est qu'ils vont aussi chercher, tu sais, moi j'ai invité Shiro au panneau, puis c'est pas pour rien, c'est la seule personne à cette place qui n'a pas vraiment fait de e-sports, à part pour le fun. Puis je pense que c'est un super bon exemple de pourquoi et de comment est-ce qu'en tant que créateur de contenu, tu peux te démarquer et faire ta place dans une org. Tu sais, dans un sens, c'est assez funky quand tu considères que quelqu'un, plein de monde veut genre faire partie d'un org, il y a plein de monde qui sont bons puis qui veulent faire partie d'une org qui sont pas capables d'apporter une valeur. Et d'un autre côté, on a Shiro, créateur de contenu pur et dur, de variété, Bronze 2 à Valorant, qui a réussi à justement se faire bientôt 3. Bronze 2, bientôt 3. Qui a réussi à justement rentrer dans une org, puis je pense que ouais, c'est ça, c'est le grind. Hein? C'est une question de grind. Mais moi, c'est ça, je voulais aussi avoir de son avis par rapport à ça. C'est que quand, mettons, tu sais que tu n'es pas nécessairement bon à un jeu, puis on le sait, guys, on n'est pas tous bons au jeu, même si on pense que oui. Là. À this point, genre, comment tu mises sur ce que tu as, Shiro? Ben, tantôt, on en parlait un peu comme entre la distinction avec le talent puis même la personnalité. Tu sais, sur Twitch, là, que je fasse du just chatting ou que je joue à Valorant, je vais avoir mon monde. Je vais avoir mon monde. Pourquoi? Parce que justement, je suis reconnue pour être pourrie à Valorant, puis le monde, ça les drive de voir à quel point que je suis en moment de clutch. C'est soit que j'ai les 4 que je cligne l'équipe au complet, ou que je fais juste tourner un coin sans regarder mon angle, je me fais one tap. Fait que veux pas, c'est l'effet de surprise, puis les gens, ils cherchent cette dopamine-là à savoir est-ce qu'elle va réussir son coup, est-ce qu'elle va réussir en 1v5 de toutes les péter, ou bien de se faire péter. Fait que je pense que c'est vraiment une question de personnalité aussi rendue là, quand t'as pas nécessairement le talent. Mon Bronze 2 ouais. Puis je pense que ça souligne un bon point à ce niveau-là, c'est que tu es supposé avoir le même nombre de viewers, peu importe le jeu que tu joues. Je pense que c'est là que tu sais que tu as réussi à te démarquer auprès du monde et auprès des marques. Quand c'est rendu que tu joues à Valorant puis tu as ton 100 viewers, puis qu'après ça, tu fais un casse-tête puis que tu as 100 viewers, puis que tu fais un cooking stream puis tu as 100 viewers, je pense que c'est à ce point-là que tu sais que ton brand est beaucoup plus clair et qu'après ça, si tu décides de te concentrer sur quelque chose, tu vas garder ton monde. Fait que je pense que ça, c'est un truc que je peux suggérer peut-être à des jeunes créateurs ou jeunes créatrices de contenu de arrêter de se prendre au sérieux au jeu puis de trouver un autre moyen de faire briller leur manière de jouer au jeu. Je pense que ça peut être très intéressant parce qu'au bout du compte, des radians, il y en a plein. Il y en a 500. 500 radians. Puis combien d'IMO? Des IMO? Ben, des IMO de 1, 2, 3, 15 000. Puis tu sais-tu combien qu'il y a de Bronze 2? Tu sais, pour que je puisse me situer dans la lignée, là. Je pense qu'il y a plus d'IMO qu'il y a de bronze dans le jeu. Vrai? Fait que tu vois, un peu dans le sens que je dis, tu as la chance d'être peut-être un des Bronze 2 qui est capable de se démarquer ou un des 15 000 joueurs immortels. Exact. À this point, genre, c'est quoi qui est mieux pour toi? T'sais. Puis, rendu là aussi, grosse question, l'importance qu'on met à faire partie d'une org, est-ce qu'elle est vraiment méritée? Est-ce que c'est si cool ou si important faire partie d'une org pour un créateur de contenu ou un joueur?
Ben, je pense que ça dépend de tes objectifs. Tu sais, un peu comme le fait d'être content creator, streamer, ça dépend vraiment de tes objectifs. Tu sais, si on disait tantôt que tu es un pro Valorant, mais tu as 5 personnes sur Twitch, ben, si c'est pas d'avoir un gros viewership sur Twitch, puis que ça t'importe peu, puis que tu veux juste montrer ton talent en tant que tel, c'est, tu sais, on s'en fout un peu. Puis un peu le même principe qu'un joueur de e-sport ou content creator qui est associé avec une organisation. Je pense que ça dépend de l'image qu'ils veulent projeter. Il y en a qui associent ça beaucoup au professionnalisme, à savoir comme hey, je vais avoir beaucoup plus de facilité à me trouver des sponsorships si je suis associé à un org. À l'inverse, il y en a d'autres qui pensent que tu n'as pas nécessairement de talent si tu n'es pas dans une organisation. Donc, je pense que ça dépend vraiment de l'objectif des joueurs en tant que tel. Là. Je ne sais pas pour toi. Là. Ben, moi, je pense que c'est beaucoup le sentiment d'appartenance. T'sais, nous, en tant que tel, en tant qu'équipe, notre but, c'est d'avoir du fun. Je pense qu'on se compare beaucoup. Bon, là, c'est une comparaison peut-être qui est tirée par les cheveux, mais à l'équipe de FaZe en tant que tel, au niveau de leur contenu. Eux, c'est tous des créateurs qui ont fait ça ensemble, puis c'est une gang d'amis qui fait des vidéos, puis quand ils sortent une nouvelle vidéo, c'est pas le joueur pro qui est en train de montrer comment jouer, c'est une gang de gars qui ont du fun, puis qui montent l'équipe. Puis ça te donne le goût de dire hey, moi, je voudrais faire partie de cette équipe-là parce que c'est hot ce qu'ils font, puis j'aime ce qu'ils font. Ben c'est ça que nous, on veut reproduire. On veut que le monde ait du plaisir. Puis des fois, quand le monde nous regarde, ils disent j'aimerais ça faire partie de l'équipe pour avoir la vibe autour d'eux, aller au LAN, puis voir qu'on est là à toutes les LAN, on est là pour avoir du fun, puis on essaie d'être gentil avec tout le monde, on essaie d'être cool avec tout le monde pour qu'on ait une bonne vibe. Puis je pense que le sentiment d'appartenance peut être important à ce niveau-là. Je pense que c'est une bonne réponse. On a une question dans la salle. C'était pas vraiment une question, c'était plus quelque chose pour appuyer le propos. C'était en fait, quand on était plus jeune, ou même les jeunes d'aujourd'hui, quand ils rejoignent une org, ça apporte de la... C'est quoi plus jeune, mettons, juste, tu veux-tu me donner... Je sais pas, quand t'es nouveau dans le domaine e-sport, excusez-moi du terme, pas de problème, mais c'est juste que ça apporte de la crédibilité. À notre niveau, ça apporte... peut-être que c'est juste factice, excusez-moi, mais on a cette impression d'avoir un niveau concret et de sentir... En fait, on sent mieux, c'est surtout ça, je pense. En tout cas, moi, quand j'ai été plus jeune, je voulais rejoindre une org pour confirmer mon niveau et savoir que j'avais un bon niveau. Et voilà, c'était pour ça. Pour appuyer le point là-dessus, les nouvelles générations de e-sport et de org qui ont déjà commencé, c'est beaucoup des... Qu'est-ce qui se passe? Les bouteilles d'eau? Non, mais je regarde. Oh mon Dieu, le jeu de caméra est incroyable. Okay. Mais, ouais, pour suivre avec mon point. Merci, Léo. C'est tout le temps là. Ça fait plaisir. Les orgs, en tant que tels, ça commence de plus en plus à être des orgs d'influenceurs. Ça va être ça, la nouvelle génération, tu sais. Fait que pour moi, quelqu'un d'aujourd'hui qui a besoin, qui tripe e-sport comme on peut triper, s'il y a une brand assez puissante, solide, il devrait lancer sa propre e-sport org après, parce que c'est ça qu'ils veulent, là, les marques. C'est que ton chef d'équipe soit aussi ton content creator, tu sais. Moi, je pense que je vais juste dire de quoi, parce que je veux relancer ce que tu dis. Tu parles d'un statut, du sentiment, de la validation là, qu'on reçoit quand on fait partie d'une org. Puis j'ai l'impression, moi, de mon côté, vous me direz ce que vous en pensez, qu'on chasse peut-être trop cette validation-là. Tu ne devrais pas avoir besoin d'une organisation e-sport pour savoir que tu es bon, que savoir que tu vaux la peine, puis pour savoir que tu te démarques. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que ça dépend vraiment de ta perspective. Tu sais, veux pas, des young players, ils ont pas les knowledge, ils savent pas vraiment qu'est-ce qui est vraiment crédible, qu'est-ce qui l'est pas. Ils commencent, ils sont comme « I gotta make a name for myself ». Puis là, ça devient comme de trouver... parce que c'est souvent arrivé, tu sais, comme du monde qui vont rejoindre une organisation, puis ils vont se dire « cette org-là est super respectée », mais ils savent pas les histoires derrière, ils savent pas un peu comment ça se passe à l'interne, puis après ça, ils ont comme un reality check, puis là, ça devient comme... Tu veux pas, il y a une certaine recherche qui doit être faite, veux pas. Fait que, tu sais, je peux comprendre parfois qu'il y en a certains qui vont être comme « j'ai besoin d'avoir une certaine validation, je vais aller m'essayer quelque part ». Mais là, c'est à chacun de faire son expérience. C'est à chacun de vivre ses moments, puis d'aller se forger sa propre idée de qu'est-ce qu'il recherche vraiment. Ça prend un peu... Essai-erreur. Faut que tu te brûles un peu à un certain niveau. Là, un truc aussi que je trouve intéressant, c'est qu'on parle justement de comment on trouve ça important, peut-être, du validation, puis je vais retourner là-dessus. Mais un truc que moi qui me fascine, puis je vais avoir votre avis, c'est que malgré ce consensus-là qu'on a, de genre, que faire partie d'une org, c'est le fun, ça nous valide, ça nous fait sentir, ça nous donne un sentiment d'appartenance, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un roster qui est capable de rester plus qu'un an dans une org s'il y a un aussi gros facteur de...
Moi, je pense que c'est les... Moi, je valorisation. pense vraiment que ça dépend c'est quoi le jeu. Ça dépend c'est quoi la scène. Il y a certaines scènes, je pense, qui sont plus favorables à motiver les joueurs à rester ensemble versus d'autres scènes où c'est plus volatile puis que les joueurs sont plus influençables. Écoute, j'ai été honneur d'une probablement la meilleure team Fortnite qu'il y a eu au Québec. Puis s'il y a bien quelque chose d'influençable dans la vie, c'est bien des jeunes joueurs Fortnite. Fait que, tu sais, on va se dire les vraies affaires. Non, ben c'est ça. Mais tu sais, comme c'est normal quand t'es jeune, on a tous été influençables. Tu sais, comme moi le premier, tu sais, comme c'est normal. Tu veux te comparer avec les autres. Si t'as un de tes chums qui il y a des avantages versus ton autre chum qui en a moins, ben là tu vas être là. Ok, ben lui c'est mieux. Les gens ils prennent pas vraiment le temps de se forger leur propre opinion. Ils vont se fier vraiment sur le monde autour d'eux puis les gens qui estiment comme étant des porteurs de vérité. Tu sais, fait que, tu sais, je peux comprendre que c'est difficile de garder le même roster longtemps parce que les gens ils ont toujours le feeling que c'est plus vert ailleurs, alors que souvent ils se rendent pas compte que ce qu'ils ont c'est précieux, tu sais. Puis c'est là qui est important, comme que moi t'as dit, c'est d'aller chercher un sentiment d'appartenance chez tes joueurs, leur donner une raison de rester parce que, tu sais, comme il faut qu'ils se rendent compte que ça va au-delà des performances, ça va au-delà de juste être une org. C'est comme, il faut que tu montres que tu es une famille, que tu es là dans toutes les sphères du gaming puis de la vie. Tu sais. Au niveau de la scène Valorant, parce qu'on est là pour ça aujourd'hui, hein? Au niveau, les joueurs Valorant, là, ils sentent tout le temps qu'ils ont une horloge derrière la tête. En mode, si on ne performe pas dans les 2 prochains mois ou on ne fait pas des grosses performances, on va rien aller, tu sais. On va pas aller aussi haut qu'on voudrait pour les ambitions. Fait que c'est tout le temps ça qui est plate, c'est que l'horloge, elle tourne tout le temps. Fait que sont là, c'est comme, si ça marche pas, telle affaire, je perds du temps, là. Puis il y a beaucoup le mythe de l'âge, puis en mode, c'est un autre débat, là. Mais genre, hey, si à 21 ans, je suis plus capable, je me trouve pas une team, ben je sers plus à rien, puis je m'en vais vivre la vraie vie, tu sais. Mais toi, tu connais ça. Fait que, mettons, je te pose la question pour toi qui connais vraiment ça. Entre vous autres, quand vous vous parlez en vocal, sûrement, il y a plusieurs mondes de plusieurs teams qui se parlent. Comment ça fonctionne, dans le fond, comme au niveau des influences par rapport aux orgs? Est-ce que les joueurs se comparent, les conditions? Comment ça fonctionne, dans le fond, selon toi? Les orgs à Valorant sont quand même très secondaires. Moins secondaires qu'à Fortnite, mettons. Mais souvent, une équipe va se forger par elle-même. Ça va être 5 amis ou 5 teammates, peu importe. Puis s'ils sont assez bons, ben ils vont aller chercher une org pour essayer d'avoir payer les tournois. Souvent, ça commence par ça. Puis une petite image, tu sais. Mais le monde, il vise tout le temps les grosses organisations être payées, puis genre avoir faire des gros salaires. Là. Puis selon toi, la franchisation de Valorant, ça l'a tué? Je pense que c'est flagrant que ça a été négatif pour plusieurs orgs de bas niveau. C'est quoi ton take là-dessus? Ouais. Au niveau de la franchisation, c'est que pour du long terme, en tant que tel, bon, Valorant ne manquait pas de renouvellement ou quoi que ce soit. C'était une scène qui était en santé, mais pour du long terme, être franchisé, puis même pour les orgs, c'est un minimum de coussins. Puis au niveau des sponsors, c'est une mine d'or là, pour eux. Là. Fait que c'est tout le temps ça. Les franchisations, c'est moins bien pour les joueurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'orgs qui ont été déçus de ne pas faire les franchises parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de slots disponibles. Puis, tu sais, c'est moins le fun pour les joueurs, mais les orgs, ça permet d'avoir une scène plus stable, plus d'argent qui rentre. Fait que, à the end of the day, je pense que c'est une bonne affaire. T'sais. Puis pour la scène locale, est-ce que tu considères que ça démotive plusieurs joueurs ou ça les motive en se disant comme éventuellement, on va peut-être pouvoir reach un niveau qui est, la franchisation, quand tu réussis à reach ce niveau-là, c'est prestigieux. Là, ouais. Mais tu sais, dans les franchisations en Amérique du Nord, il y a une quarantaine de joueurs seulement. Dans toute l'Amérique, non, même pas l'Amérique du Nord, dans toute l'Amérique au complet. Fait que même au Brésil, faut que tu sois dans les 50 meilleurs joueurs pour te rendre là. Puis déjà, là, tu dis, ben là, la porte facile, parce que Valorant, l'argument principal, c'était tout le monde peut s'enregistrer au tournoi, tout le monde peut participer, puis vous avez une chance même si vous êtes inconnu au bataillon, tu sais. Puis là, on enlève un peu cette partie-là. Ils essaient de faire une petite porte d'entrée. Il y a une petite porte d'entrée en bas qui s'appelle la Ascension League, que certains d'entre nous vont sûrement participer. Puis là, c'est te qualifier à la 2e ligue en bas. Puis là, si tu gagnes cette 2e ligue-là, tu as une chance d'aller en haut. Mais OK, ouais, je comprends. Fait que là, c'est sûr qu'entre joueurs, là, surtout quand on parle de joueurs un peu plus immatures, c'est sûr que là, ça doit être un peu plus rough à gérer au niveau des orgs parce que là, eux autres, ils ont des bigger dreams, mais il faut que tu restes réaliste. C'est que je pense que
un gros parallèle qu'on peut faire entre Twitch et le e-sport, ou la création de contenu et le e-sport, c'est que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Puis trop souvent de personnes se brûlent en sprintant quelque chose qui prend beaucoup plus de temps qu'ils pensaient. Ils veulent être bons maintenant, ils veulent performer maintenant, puis ils ne réalisent pas que les échecs qu'ils vont traverser dans le court terme vont pouvoir leur permettre d'avoir des victoires sur le long terme. Être capable de donner le mérite, selon moi, d'avoir eu la même équipe pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, a beaucoup plus de valeur que le nombre de victoires que tu es capable d'avoir en moins de temps. Et ça, c'est pareil au niveau de la création de contenu. S'il y en a qui veulent faire les deux en parallèle, je pense qu'un truc qui est intéressant, c'est de savoir que tes drops de viewers ou tes montées de viewers sont beaucoup moins importantes que la progression que tu fais sur un nombre de temps plus élevé. Puis je pense que ça, c'est une mentalité que peut-être les créateurs de contenu ont plus de facilité à avoir que les joueurs de e-sports, parce que comme Beaver dit, l'horloge, le tic-tac derrière la tête des joueurs de e-sports sont comme « Aïe, je m'en viens 22 ans, là, ça fait 3 ans que je joue, puis je suis pas capable de me trouver une grosse équipe américaine, je suis pas capable d'avoir un contrat, je suis pas capable d'avoir des grosses victoires. » Alors que si on prend ce monde-là puis on les recule d'il y a 3 ans, c'était différent. Ils ont progressé énormément comme joueurs. Là, je pense que la seule chose qui manque au Québec, c'est la constance, la stabilité, puis le fait qu'une équipe est capable de perdurer dans le temps. On a vu combien d'équipes on a vu dans la scène Valorant être incroyablement talentueuses pour finalement se déconstituer, reconstituer sous le nom d'une autre bannière, pour recommencer le réseautage et le branding et le fanbase, pour finalement se redéconstruire, pour se reconstruire ailleurs, pour revenir avec d'autres mondes, puis pour finalement recréer exactement le même processus à partir de zéro que s'il avait été, au bout du compte, à la même équipe dès le départ, ensemble, il aurait percé déjà en ce moment. Je pense qu'honnêtement, puis là, j'ai fait mon take, puis vous pourrez rebondir là-dessus, le plus gros frein en ce moment pour le e-sports québécois est, 1, la presse, puis 2, l'ego. Dans le sens que beaucoup de monde pense qu'ils sont capables de faire mieux tout seuls, et ils sont tellement pressés à faire mieux tout seuls qu'ils sont incapables de se settle à une seule place pour être capables de progresser sur le long terme. En pensant constamment que c'est plus vert chez le voisin, ils finalement font juste sabotager leur chance de percer plus tard. That's my take. En vrai, c'est un good take. Après, se mettre dans la position de ces joueurs-là, je peux en comprendre certains, qu'à un moment donné, tu tombes dans une forme de routine, puis t'es quand même, après 6 mois que tu es ensemble, tu te dis, bon, mes ambitions sont plus en même que... Non, mais 6 mois, en e-sport, c'est des années, là. C'est des années, là, c'est plate à dire, là. Mais ça passe vraiment, vraiment vite, tu sais. Fait qu'après 6 mois, même 1 an, le monde sont comme, bon, ben, je vais m'essayer ailleurs, tu sais. Dude, penser que tu peux percer en 6 mois, c'est comme penser que tu arrives sur le marché du travail puis qu'en 6 mois, tu es millionnaire. Là. Ben C'est comme, genre, te faire dire, dude, man, tu vas percer dans l'e-sport, dans la création de contenu en genre 1 an. C'est comme te croire vraiment que tu peux devenir millionnaire avec les catch, les millionnaires catch. Là, genre, oh, man, tu fais mon programme, tu vas devenir millionnaire en 6 mois. Mais j'ai une question pour vous autres, parce que tantôt, Beaver, tu parlais que quand ça crée des équipes, c'est genre une gang de chums, puis là, hey, je vais m'associer à un org. Mais est-ce que vous, en tant qu'organisation, vous recrutez des players pour faire une équipe? Pensez-vous que ça pourrait être quelque chose de faisable si vous ne le faites pas déjà? C'est très, très rare, parce que surtout à Valorant, plus que les autres jeux, je pense que la chimie est vraiment, vraiment importante. Fait que c'est plutôt rare que ça va être l'org qui va essayer de bâtir un roster. C'était l'ancienne époque, c'était plus comme ça, qu'on disait qu'on va monter 5 joueurs, mais là, on va plus demander, tu vas avoir ton trio de joueurs, puis là, on va lui dire, OK, mais qu'est-ce que vous pensez de telle personne? J'ai un contact qui pourrait bien fitter avec vous, tu sais. Puis le problème, c'est que les joueurs ils ont beaucoup d'ego, là. Fait que si ils arrivent, puis la chimie n'est pas installée, puis que les performances commencent à descendre, c'est là que ça se dissout assez vite. Là. Puis à l'inverse, là, si mettons l'équipe performe bien, puis du jour au lendemain, tu as un joueur qui voudrait quitter, comment qu'en tant qu'organisation, vous prenez ça? C'est un peu la même réponse. Tu peux quasiment rien faire. C'est que si l'équipe veut essayer avec quelqu'un d'autre, ou genre si c'est un membre important qui vient de partir ou un membre remplaçable, souvent ça va être des membres remplaçables qui partent assez vite, mais c'est tout le temps là, tu te dis en tant qu'org, ça dépend comment tu l'as construite. Si c'est toi qui la manage, qui s'occupe de elle, puis de l'équipe, puis qui les encadre, ça va être plus facile. Mais si c'est l'équipe qui va rechercher l'organisation, c'est pas mal game over. OK. Puis au niveau de la content creation, est-ce que vous faites des choses pour pouvoir faire shiner
vos joueurs de e-sport ou vous êtes plus retirés puis vous laissez ça plus de côté? Je pense que ça, c'est plus notre job que sa job à lui. Tu sais, nous, quand on a lancé Ducky, moi, je suis allé texter Beaver. J'ai dit, écoute, j'ai une place pour toi directement pour les séries éliminatoires. J'ai dit, j'ai payé votre place, tu sais, comme toutes les autres. J'ai dit, j'ai un spot. Fait que trouve-moi 5 joueurs, puis je te fais confiance. Fait que c'est lui qui s'est occupé de le faire, un peu comme qu'il expliquait. Donc, moi, j'ai pas eu à chercher chaque joueur, peu importe, malgré que j'en voulais un. Tu sais, je savais que j'aimais bien son gamestyle puis son personnage. Puis je sais que c'est quelqu'un qu'on peut médiatiser facilement. Fait qu'à ce moment-là, j'étais peut-être. Puis là, il s'entendait bien avec Beaver. Je l'ai laissé faire, puis ça a donné que, bon, on a tout ce qu'on voulait à ce moment-là. Puis là, ça fonctionne. Puis là, ben, nous, de notre côté, bon, on essaie de faire des petits clips, des publications un peu partout. Là, on essaie de médiatiser aussi présentement l'événement pour en parler le plus possible, pour voir qu'est-ce que ça va donner après l'événement. Tu sais, si on gagne, si on perd, pour nous, ça va être la même vidéo. La fin va changer, c'est tout. Fait qu'au final... Un dernier mot là, pour finir un peu le côté joueur e-sport. Je ne sais pas si Léo voulait embarquer après. Là. Mais tu remarqueras, après aujourd'hui, 90% des teams, ça va tout changer les joueurs. Puis ça va peut-être en ramener d'autres. Moi, j'espère qu'il y en a d'autres. Mais 90%, on va changer. Puis même nous, là, même si on gagne de qui, ça se peut. Hop là, on change. Fait que non, là, que by the way, je sais pas si les gars te l'ont dit, mais. Mais non, pour vrai, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis ça revient un petit peu à ce que l'intervention qu'on a eue. Je pense que ce qu'on souligne depuis le début, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est jamais qu'est-ce que l'org peut t'apporter uniquement, mais qu'est-ce que toi, tu es capable d'apporter à l'org en même temps. Puis il y a un truc que je marque, ça doit être difficile, c'est de rester motivé en tant qu'organisation, considérant la volatilité des rosters. Comment est-ce qu'en tant qu'org, vous êtes capable de rester motivé en sachant que le roster que vous avez devant vous est sûrement pas le même dans 6 mois? J'ai confiance. Je sais que le roster va changer. Je sais tout. Mais dans mes 5 joueurs, les 5 ont fait un tweet. Les 5 ont dit on cherche une team. Les 5, ils disent, puis la compétition n'est pas faite, sauf Beaver. Puis je leur en ai parlé tantôt et tout, puis je leur ai dit pour quelle raison? Tu sais, vous êtes rendus en demi-finale. Pourquoi? Puis la réponse qu'on m'a donnée, c'est à l'international, en NA, quand ils veulent jouer avec des Anglais, ils veulent jouer avec un peu partout. Et non juste rester au Québec, parce que ça, ici, il faut qu'on ait 4 joueurs, je pense, sur 5 qui soient québécois. C'était 4 joueurs. Bien là, nous, on en a 5. C'était juste du Québec. On limitait un peu les possibilités. Peut-être qu'on s'entend mieux avec quelqu'un d'autre qui parle anglais ou peu importe. Puis je pense que c'est ça qu'ils veulent voir. Mais si on a une saison 2 de la Ligue Valorant, bien là, éventuellement, peut-être qu'ils reviendront ensemble ou qu'il y aurait quelques joueurs qui changent. Là, à ce moment-là, on ne peut pas le savoir. C'est pas encore annoncé. On verra. Ça, c'est un truc funky que je trouve. Puis je veux avoir votre avis aussi là-dessus. Mais comme il y a un débat que je trouve qui est trop important pour l'importance qu'il devrait avoir, qui est la scène internationale versus la scène québécoise. Comme quoi, la scène québécoise est tellement petite que ça vaut pas la peine de se donner puis de percer là parce qu'il y a moins de chances qu'à l'international en parlant anglais. Puis je pense qu'un bon exemple, puis je pense que Tienne, justement, se bat beaucoup pour ça au niveau du YouTube, comme quoi le marché québécois est jeune et il n'est pas exploité. Et je pense que ça se reflète bien au niveau du e-sport. Le marché québécois n'est pas exploité. Percer au Québec, en ce moment, est plus accessible et a beaucoup plus de valeur que de percer peut-être à l'international, de tenter de percer à l'international puis être noyé alors que la moitié du monde ici ont un accent quand ils parlent en anglais. Fait que, tu sais, je pense qu'un truc que je trouve difficile, surtout, c'est de ne pas être capable de connecter avec les Anglais. Tu sais, je veux pas, faut se mettre la réalité d'en face. Si tu veux percer au niveau des Anglais, il faut que tu sois capable d'avoir l'humour que tu as, la personnalité que tu as en anglais. Si tu n'es pas bilingue complet, c'est très difficile d'avoir la même personnalité en anglais. Donc, pourquoi est-ce que le monde s'obstine autant à vouloir percer dans une langue qui ne parle même pas tant bien que ça, quand il pourrait, au contraire, se forcer et exploiter un marché qui est encore comme tout frais au Québec? Je pense que c'est un gamble que chaque joueur fait en tant que tel. Tu sais, comme, veux pas, si tu prends la décision d'explorer tes avenues avec du monde qui parle anglais parce que tu te dis, le marché est plus gros. I mean, s'il est mindé à le faire, il va le faire. Fait que rendu là, laisse-le faire. Et puis, s'il se brûle, il se brûle. So be it. Rendu là, c'est à chacun, tu sais, comme, il faut que tu l'essayes parce que c'est déjà arrivé. Il y a des histoires qui sont déjà sorties, il y a du monde qui ont réussi à pop-off comme ça puis qui ont réussi à se faire un chemin avec une org parce que, tu sais, c'est déjà arrivé. Fait que c'est dur de demander quelqu'un à pas faire ce move-là parce que tout le monde veut rêver un peu le e-sports dream, on veut tout le vivre. Mais je pense qu'on peut pas vraiment empêcher ça.
Ouais, ben en fait, moi, c'est pour revenir à ton point concernant, tu sais, on veut viser tout ce qui est anglais parce que c'est plus gros, puis on dit qu'on va avoir plus de visibilité. Mais j'ai vécu l'expérience. J'ai commencé à streamer en anglais, v'là quasiment 1 an. J'ai streamé pendant 1 an. Ça marchait quand même bien, mais j'ai juste réalisé que j'arrivais pas à être complètement moi-même. Parce que justement, le fait que je parlais en anglais, tu sais, j'ai une mini accent, mais c'est pas si pire. Mais j'arrivais pas à faire les mêmes jokes, à faire les mêmes interventions. Puis ça faisait comme un blocage entre viewers, puis entre communauté en général. Fait que ça m'a comme permis de comprendre ça. Puis honnêtement, je pense recommencer, mais en québécois, parce que justement, il y a possibilité. Puis je fais une shout-out à Tienne qui me motive là-dedans. Ça le gêne, fait qu'on va en faire plus de Charlotte à Tienne. Non, mais, Shout-out à non, Tienne. mais c'est vrai, comme il m'a fait réaliser qu'il y a vraiment possibilité. Puis il m'a comme ouvert des portes. Fait que Tu sais, je pense que c'est une belle. Merci de confirmer ce que je dis. C'est toujours le fun de se faire dire que tu as raison. Tu sais, au bout du compte, je pense que c'est vrai, le marché québécois, je vais toujours le répéter. Un truc que je trouve vraiment funky, c'est du monde qui pense, alors qu'ils sont incapables de se démarquer au Québec, qu'ils vont être capables de se démarquer dans le pool américain. Comme si tu n'es pas capable de te démarquer dans un pool de 8 millions de personnes, tu penses que tu vas faire quoi quand à 500 viewers aux States, tu es encore petit? Ça, c'est le classique, comme le XQC effect. Là, tout le monde dit XQC a popé en anglais. Ouais, mais c'est parce que c'est pas juste ça. Là. Parce que la vérité, c'est que tu penses que c'est dur de percer au Québec. Imagine avec le 10 fois la population et plus. Là. It's even harder. Il y en a en tabarouette des content creators ou des joueurs e-sports qui essaient de popper aux États-Unis qui ça marche juste pas. Puis leur anglais, il est super smooth. Puis leur sens de l'humour, il est naturel. Puis c'est vraiment important de rester naturel. Puis c'est vraiment un bon exemple parce que le sens de l'humour, ou juste la personnalité, c'est tellement important. Il faut que tu restes true à ça. Il faut que tu restes toi-même. Puis souvent, le monde, ils vont jump shit, ils vont se dire ça va être mieux, il y a plus de monde. Not really the case. Moi, je vais te ça marche poser pas la bien. question. Tu as percé d'une certaine façon au Québec. Présentement, tu vis du contenu, Twitch et tout. Est-ce que tu as pour objectif ou pour but d'aller percer ailleurs, essayer d'être plus gros, ou tu penses rester au Québec en te limitant d'une certaine façon? Ou la France? Le Québec, moi je suis très optimiste par rapport au content creation au Québec, mais je suis pas irréaliste au point de me dire comme de comparer avec la France ou avec les États-Unis parce que c'est comme le viewership est différent, les opportunités de sponsorship est différent. Tu peux pas comparer les deux, c'est injuste. Fait que moi, j'ai confiance qu'éventuellement, on va être capable de devenir mainstream sur l'Internet parce que veut pas, ça devient mainstream sur les TV. À cette heure, t'achètes une TV, t'as Twitch d'inclus dedans. C'est comme ça devient de plus en plus mainstream. Fait que moi, personnellement, la seule option que je pourrais voir, c'est la France. Parce que veut pas, c'est juste une question de distance de un, puis de l'accent. Mais tu sais, comme, je me verrais pas être un naturel en anglais versus en québécois, tu sais. Puis moi, je veux rebondir sur justement l'Europe et la France. C'est que je pense aussi, nous, en tant que e-sports person ou que content creator, si on veut aller chercher la France, on a aussi une responsabilité de bien faire paraître le Québec aux yeux de la France. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, qui stream sur Twitch ici, mettons, là, à main levée, whatever, il y en a dessus? Qui a déjà eu des Français dans son chat à main levée, mettons? Qui s'est déjà fait rire ou qui a déjà eu des stéréotypes qui ont été écrits dans leur chat par des Français? Moi, souvent. Mais au bout du compte, il y a une raison pourquoi ça arrive. C'est que quand on joue en ligne, quand on se présente, quand on va à l'international, on perpétue parfois ces stéréotypes-là. Ou souvent, mettons, moi, le nombre de fois où j'ai joué à Valorant puis que le monde entendait que j'étais québécois puis il dit « Aïe, t'es fucking toxique » alors que j'avais même pas encore parlé, j'avais même pas interagi. On a une responsabilité de défaire et de nous faire en sorte qu'on est capable d'aller chercher l'Europe en défaisant les stéréotypes qu'on a. Parce que oui, je veux pas, on est tellement focusé à aller percer en anglais quand, au bout du compte, on a des voisins, man, qui parlent français. Vraiment. Puis Gurky, qui est quelqu'un qui est très impliqué au Québec, lui-même est allé en France, puis... Vas-y. Pas trop. Mais c'est ça, Gurky veut pas, lui, en France, quand il a été faire son tour en France, c'est pas comme s'il s'inventait un accent français, là. Il reste 100% naturel, puis il a été capable de faire, de se brander avec un français propre. Tu sais, comme il y a une différence entre le québécois joual fois 1000 versus un français québécois propre, tu sais. Il y a moyen d'aller rejoindre les deux, c'est juste qu'il faut faire les moves, il faut faire... Tu sais, souvent, les gens vont avoir peur d'aller écrire à des content creators français parce qu'ils vont se dire sûrement qu'ils ne vont pas être intéressés.
parce que c'est un fait, il est en France, mais juste essaye-le. Who knows? Moi, pour ma part, je fais du roleplay. Si je décide de faire du roleplay sur un serveur français du jour au lendemain, who knows? Peut-être que je vais réussir à me faire des contacts. Il faut tenter sa chance. Puis, c'est une question d'accent par rapport à cette situation-là versus l'anglais que là, c'est carrément différent. Tu peux être capable de faire shiner ta personnalité en anglais, mais t'es mieux d'être... Il faut que tu sois vraiment fluide puis que ça sorte naturel, là, ton affaire. Nous, en tant qu'équipe, on a eu un avantage. Je connais quelques structures en Europe. Puis on a créé un CIS, un comité interstructure, avec des équipes en Europe. On est la seule équipe québécoise, puis je pense qu'il y a une vingtaine d'équipes en Europe, dont Team Imono, qui est quand même connu. Là, je pense qu'ils ont 30 000 abonnés là, sur Twitter et tout, puis c'est quand même connu en Europe. Puis, on s'entraide tous là-dedans. Je cherche un designer, je cherche de quoi, j'ai des questions, on s'aide tous. Puis je pense que ça nous aide beaucoup. Puis il y en a quelques-uns qui veulent venir au Québec. Je suis venez-vous-en, on va faire du contenu avec vous, on va avoir du fun. Des joueurs, des owners, plein d'affaires. Puis je pense que c'est vraiment le fun d'essayer de toucher la France. Puis c'est ça qu'on essaie de faire présentement. Puis il y en a deux qui like ou qui commandent. C'est dans le feed automatique. Puis là, nous, on commence tranquillement en Europe. Puis je pense que c'est un petit peu un but qu'on a tout en parlant français. On n'a comme pas le choix d'aller là-bas. Là, il y avait une question... Donc voilà, moi je suis français et je voudrais revenir sur les stéréotypes dont tu parlais, Léo. Donc les stéréotypes, je trouve que vous pouvez vraiment en jouer en tant que Québécois parce que quand j'étais en France, on n'entendait pas de Québécois, on voyait jamais sur Twitch des Québécois et ça reste très très important, c'est intéressant. Certes, on a des préjugés, mais quand j'ai appris... Ouais, et c'est là que ça joue. Hein? Quand je suis arrivé au Québec, j'avais tous mes préjugés, je les ai amenés et j'ai découvert et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui permet de booster votre communauté, justement, dans la France. C'est quelque chose, c'est un boost aussi. C'est vraiment un bon point. Par contre, aussi, je pense que le travail qu'il y aura peut-être à faire, puis on va pouvoir finir après ça là-dessus, mais c'est de... Je pense qu'il y a un travail à faire il faut accepter que peut-être en Europe, ils ne sont pas habitués à la culture québécoise et qui ont des stéréotypes. Et il faut l'accepter, mais sans nécessairement accepter de se faire traiter un petit peu comme des animaux de cirque, dans un sens. Il y a comme un travail à faire entre les deux, je pense, qui peut être intéressant, qui peut bien se faire, comme on a souligné l'exemple de Gurki, qui, lui, justement, su traverser ces stéréotypes-là, et maintenant, il est super populaire aussi en France. C'est un bon point. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais avant même de pouvoir utiliser nos stéréotypes pour percer en Europe, je pense que c'est important qu'on enlève les stéréotypes négatifs, peut-être, qui sont faits vis-à-vis nous. Mais sur ce, ça fait maintenant 59 minutes qu'on est là-dessus. Ça passe vite, pareil. Ça passe vite quand on s'amuse. Je pense qu'on va pouvoir conclure ça. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire de quoi? Donc, écoutez, vas-y, dernier mot de la part d'une des équipes en finale. Préparez-vous parce qu'on va venir faire du bruit, on va venir encourager en masse. Même. Yo, on aime ça. Hey, mais sur ce, bravo. Merci d'avoir écouté tout le monde. Merci d'avoir été là. Et surtout, encore une fois, bonne chance dans votre aventure de création de contenu. Bonne finale. Criez fort pour vos équipes préférées et surtout, n'hésitez pas à venir sur le sofa. À tantôt.